Après sexe, mensonges et banlieue chaude et comment transformer votre mec en Brad Pitt en 30 jours, Marlène Schiappa a annoncé la sortie de son prochain livre, Scandale. C'est l'histoire d'une ministre de l'Intérieur en burn-out qui va tomber raide dingue amoureux d'un basketteur de New York. Et on vous prédit que ce livre-là, il risque pas d'être impacté par la taxe sur les livres d'occasion. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 15 avril et vous regardez Actu Réfractaire. Allez, on commence tout de suite avec la grande information de ce week-end entre l'État iranien et israélien. On vous fera un petit vite fait dans la semaine sur la chaîne Le Canard Réfractaire, on va pouvoir prendre le temps de décortiquer un petit peu tout ça. Mais pour l'instant, on va aller à l'essentiel. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'État iranien a envoyé quelques 300 drones et missiles en direction d'Israël. La très grande majorité de ces attaques ont été interceptées par le Dôme de Fer, le système de défense aérien israélien, et certains projectiles ont été stoppés, eux, par l'appui de l'armée états-unienne, britannique et française. Cette attaque, elle fait suite à un autre événement qui s'est passé le 1er avril, le bombardement du consulat iranien à Damas en Syrie. Le bombardement n'a officiellement pas été revendiqué par l'État israélien, mais en vrai, on sait que c'est lui, quoi. Il n'y a que lui pour faire ça. Ce qui fait que l'État iranien, lui, il devait quand même répondre à cette attaque, même 15 jours après, pour ne pas perdre totalement son pouvoir de dissuasion. Car ne pas répondre à une telle attaque, ça aurait été montré aux yeux du monde qu'ils ne sont pas capables de se défendre et de riposter. Et donc globalement, que n'importe qui peut leur marcher sur les pieds, en fait. Mais en même temps, et c'est ça le jeu d'équilibriste, c'est que l'État iranien, il pouvait pas juste faire une énorme attaque et déclencher une guerre contre l'armée états-unienne et israélienne, parce que ça aurait été du suicide en fait. Et donc le gouvernement iranien, ils ont trouvé un entre-deux. Ils ont certes bombardé Israël, mais ils avaient prévenu à l'avance toutes les trajectoires des missiles, ce qui fait que l'État israélien, avec les États-Unis, ils ont pu intercepter tout ça. Donc oui, ils ont bombardé, mais ils ont tout fait pour que ce bombardement, n'atteigne pas leur cible. Ils avaient aussi indiqué dès le départ que ce serait une attaque isolée et là ils ont réenchaîné très rapidement en disant que l'incident était clos et que maintenant ils allaient porter l'affaire à l'ONU. Une manière pour eux d'éviter une escalade militaire incontrôlée. L'État israélien et états-unien ont eux pour le moment pas décidé de répliquer. Il y a donc fort à parier que ce passe d'armes n'ira pour le moment pas plus loin. Les aéroports de Téhéran ayant repris leur activité, tandis que les écoles ont été réouvertes et les rassemblements à nouveau autorisés du côté israélien. Les dirigeants britanniques, états-uniens, français, ils font le tour des plateaux télé pour dire « Ah, on n'est pas content face au gouvernement iranien », ok, normal, tout en demandant à l'État israélien, pour une fois, de rester sage. Et du côté de Téhéran, les dirigeants demandent aux Occidentaux de reconnaître que, quand même, ça va, leur réplique, que c'était pas si fou que ça justifie pas une guerre, que tout va bien, que tout le monde est content en vrai, quoi. Bref, plus de peur que de mal juste pour cet épisode-là, sachant que la situation évidemment reste tendue au Moyen-Orient et que le risque de guerre qui se généralise existe bel et bien. Et encore une fois, on va faire une vidéo sur le Canard Réfractaire dans quelques jours si vous voulez en savoir plus, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, on va retourner en France et même mieux que ça, on va aller à Guingamp. Parce que hier, je suis passé à la manifestation départementale organisée par les syndicats et le collectif de défense de l'hôpital public. Et vous allez voir, si vous habitez en France, qu'importe où en France, ce reportage, ça va vous donner un petit air de déjà vu. Le départ de la manif, c'était au stade Roudourou, le stade mythique de l'En Avant de Guingamp. Et donc, quand j'ai discuté avec Virginie, qui appartient à la CGT et au comité de défense pour l'hôpital, évidemment, on a commencé par parler de foot, évidemment. On espère qu'ils puissent remonter dans les classements parce que c'est grâce à l'En Avant Guingamp quand même qu'on sait où se trouve Guingamp sur la carte. Mais depuis quelques semaines, on commence à parler de nous aussi avec la problématique des médecins cubains. Alors ces médecins cubains, en réalité, c'est un peu mon avis personnel là-dessus, c'est une opération de com qui a été montée par les syndicats, par le comité de défense, par l'agglomération de Guingamp et par l'ambassade cubaine. En gros, ils disent qu'ils veulent employer des médecins cubains pour soutenir l'hôpital de Guingamp. Et il y a eu une visite officielle et tout, tu vois, c'est incroyable. Sauf qu'en réalité, il faut un décret d'Emmanuel Macron pour valider ça. Donc autant vous dire que ça va être compliqué. Malgré tout, ça a permis, comme une opération de com, de faire de la com. Il y a eu des papiers dans la presse qui ont fait parler des hôpitaux, et ça, c'est toujours bon à prendre. Et même si ça a été exposé médiatiquement, cette partie de Cuba, c'est un tout petit truc dans la grande défense départementale qu'ils sont en train d'organiser pour l'hôpital. Toute la population a les mêmes problématiques, accès à un médecin traitant, accès aux services de soins. Donc nous, on a une maternité de suspendue à Guingamp, à Lannion, c'est les urgences qui sont régulées. À Saint-Brieuc, le centre hospitalier de référence se retrouve saturé.
la problématique des maires avec les EHPAD qui manquent de moyens. C'est indigne de nos anciens qui ont monté un système qui se tenait correctement il y a quelques années. C'est les pompiers qui ont rejoint le mouvement parce qu'en fait ils sont volontaires et ils se retrouvent à sortir de leur mission première de gestes d'urgence, d'aller chercher des gens pour les amener proches de chez eux dans les centres hospitaliers. Ils se retrouvent à traverser le département pour déposer des patients. Ils sont toute la nuit sur la route au lieu d'être disponibles pour un départ au feu ou autre. Le système de soins est complètement désorganisé. Et l'un des grands sujets à Guingamp, c'est le maintien de la maternité à l'hôpital qui a mobilisé énormément de gens dans les années précédentes. Et donc forcément, je lui pose la question. La maternité est toujours suspendue, on ne sait pas si elle va pouvoir ouvrir et en fait ce qu'on essaye d'expliquer c'est que souvent l'effet boule de neige c'est la fermeture de la permanence des soins, l'accueil 24 heures sur 24, donc par les urgences ou par le maintien d'une chirurgie d'urgence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en fait qui est mise à mal dans ces cas-là. Donc, il n'y aura plus de chirurgie et on sera obligé, dans la plupart des cas, d'aller à Saint-Brieuc dans un hôpital public surchargé ou alors d'aller à l'hôpital privé de Saint-Brieuc qui se trouve juste à côté, comme c'est pratique. On vous rappelle qu'à Guingamp, il n'y a quasiment pas de médecin. Genre moi, par exemple, j'ai pas de médecin traitant, tu vois. Ce qui fait que si j'ai un problème, je suis obligé d'aller aux urgences. Et si on n'a pas un Guingamp, je suis obligé d'aller à Saint-Brieuc. Et j'ai pas de voiture. C'est compliqué quand même. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que l'État français organise délibérément la destruction de l'hôpital public en France? Macron a bien dit en 2020, on est les essentiels. Je pense que l'humain, la santé, c'est quand même la priorité. Je vois pas comment il peut nous faire travailler jusqu'à 64 ans si on peut pas soigner la population. Et en fait, l'idée derrière, c'est clairement de privatiser en fait. Je pense que le constat, il est clair, c'est mettre à mal les services publics pour après que derrière, les promoteurs privés déroulent leurs tarifs sur des soins qui seraient proposés et ce qui se fait déjà beaucoup sur des dépassements d'honoraires hallucinants dont la population ne pourra jamais accéder. Les gens n'accéderont jamais aux soins par ces moyens-là. On refuse ce système. Et on finit avec un dernier mot de Virginie. Les soignants, on est invisibles. Si les citoyens ne se mettent pas derrière nous pour pousser la mobilisation et demander ce qui est de droit, on a les moyens de faire bouger les choses. Il faut vraiment qu'on soit unis. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire de la manifestation qui a eu lieu hier à Guingamp. Il y a d'autres événements qui sont prévus dans le coin que je vous affiche à l'écran si ça vous intéresse. Sachant que, évidemment, là, on parle de Guingamp, mais en réalité, ça se passe partout en France. Et s'il y a des manifs comme ça qu'il y a près de chez vous, n'hésitez pas aussi à nous envoyer des informations sur actu@lecanardréfractaire.org. Comme ça, on va pouvoir parler de Guingamp et de toutes les autres villes en France. Voilà. Allez, c'est lundi et les habitués d'Actu Réfractaire le savent, c'est l'heure de la chronique média d'Aymeric. Et cette semaine, on pourrait l'appeler censure et châtiment. Avant tout, on doit quand même vous parler de la loi JDD qui a été abandonnée. Cette loi, elle prévoyait que les journalistes d'une rédaction aient le pouvoir d'accepter ou de refuser la nomination de leur rédac-chef. Une copie du modèle des médias indépendants qui n'a finalement même pas pu être présenté. Et ça, évidemment, c'est dommage pour le monde médiatique, pour les journalistes et pour les citoyens qui mangeons l'information préparée par ces médias-là. Mais en même temps, il fallait s'en douter que donner du pouvoir à bas échelle, ça n'allait pas convaincre les gens à l'Assemblée nationale. En tout cas, pas une majorité. Allez, on va aller maintenant dans un autre registre. Tu as une émission qui s'appelle « Vous êtes formidable » et qui a été diffusée sur France 3 Occitanie et qui veut être une émission qui fait du bien, quoi. Le 4 avril, le programme invite Stéphane Alix qui vend des livres sur la conscience après la mort. Alors évidemment, chacun ses croyances, mais lui prétend avoir des preuves scientifiques de communication avec des défunts. Le chroniqueur animalier Maxime Lullier a donc décidé de faire une chronique un petit peu critique. Il va reprendre les arguments utilisés pour communiquer avec les morts, tu vois, les techniques et tout, pour faire exactement la même chose avec les animaux. Il se dit que c'est dans le thème de l'émission et que ça fera un petit peu de nuance par rapport à l'invité. Et bien, figurez-vous que ça lui coûtera une censure et surtout la fin de son contrat. Apporter un peu de contexte à la fraude scientifique, ça peut coûter cher sur le service public. C'est ce que raconte l'article d'Arrêt sur Image et le youtubeur G1000G. Le lien entre la télé publique et la fraude scientifique a déjà pas mal été établi d'ailleurs par ce youtubeur. Récemment, tu as une émission qui s'appelle Quelle époque sur France 2, présentée par Léa Salamé, qui recevait par exemple Frédéric Saldman. Ce nutritionniste autoproclamé affirme de nombreuses choses sans preuve là encore, et sans que ce soit contredit ni nuancé. Il dit par exemple, alors faut voir à qui ça sert ce discours, il dit genre les vacances ça fait perdre 20 points de QI, voilà.
Il n'y a pas de preuve à ça, c'est juste un argument pour dire il faut plus prendre de vacances. C'est bizarre, hein? On se demande ce qu'ils pensent des chômeurs longue durée d'ailleurs. Enfin, on a peut-être une idée de ce qu'ils pensent des chômeurs longue durée, tu me diras, parce que tu as sa fille qui s'appelle Sarah Saldman, qui passe son temps elle aussi sur la télévision et les plateaux télé pour raconter plein de conneries aussi. Voici ce qu'elle disait par exemple sur le chômage. Monsieur Macron disait qu'il suffisait de traverser la rue. Moi, je pense qu'il suffit de rester sur sa chaise, de prendre son téléphone pour trouver un emploi. Je n'ai pas d'excuse pour les gens qui disent « ça fait 9 mois que je trouve pas d'emploi ». Bah non, c'est juste que t'as pas cherché en fait. Sarah Saldman, elle dit avoir été agressée par un chauffeur Uber mardi dernier. Du coup, loin de nous évidemment de justifier cette agression. Par contre, elle pose encore une fois la question de la responsabilité médiatique dans les violences qui ont lieu contre des gens qui sont reconnus pour leurs idées. Les propos de charlatans et d'experts de plateau sont quasiment jamais contredits ou nuancés par personne qui a vraiment travaillé le sujet, alors que c'est essentiel pour protéger le public et les intervenants eux-mêmes. Même si parfois un simple travail critique fait totalement vriller les gens. C'est le cas des créateurs derrière une vidéo très controversée de Wild Eye Demon qui prétend montrer la vulnérabilité sur internet, en donnant des méthodes et des éléments potentiellement décisifs, notamment pour retrouver le nom et l'adresse des présumés harceleurs. Et le mot présumé est très important, vous allez voir. Une vidéo dont les créateurs cumulent à plus d'1 million d'abonnés, là où Doomit, un youtubeur visé, en a moins de 6000. On voit là les méthodes douteuses qui sont censées combattre les harceleurs, mais qui restent quand même des méthodes très douteuses. Certains n'hésitent pas à parler d'intimidation, de chantage, de méthodes mafieuses, tandis que d'autres appellent tout simplement au retrait de la vidéo complète. C'est le cas par exemple des youtubeurs Pas du Ring et du Fou Allié qui souhaitent éviter que des personnes aillent s'en prendre à ces cibles. Sachant, et c'est là le plus important dans cette affaire, que ça n'a jamais été prouvé que ces gens accusés de harcèlement ont véritablement harcelé des gens. Voilà. Et les preuves qui sont dites dans les vidéos sont largement insuffisantes. Alors ça, c'est une affaire entre youtubeurs, mais qui n'égale pas les révélations du complément d'enquête diffusé jeudi dernier sur l'opération Sauver Sarko. Emery, qui est le premier fan inconditionnel des affaires de Sarkozy, évidemment, vous conseille ce petit reportage-là. Et évidemment, on va en parler dans les prochaines actus réfractaires. Alors pensez à vous abonner et à participer aussi à notre financement participatif. Et comme d'habitude, on va terminer avec les brèves, c'est-à-dire un résumé très rapide des informations qu'on n'a pas eu le temps de traiter dans cette émission. Sur Twitter, on apprend par le chercheur Serge Zaka que le 6 avril dernier a été la journée la plus chaude jamais enregistrée avant le 15 avril. Donc déjà, ça craint, mais là, retournons de situation, le 13 avril, patatras, on a encore battu à nouveau record. Ces pics de chaleur, ce sont des anomalies, mais ça peut pousser certaines plantes à sortir les bourgeons et compagnie, sauf que il peut encore y avoir des gels à cette époque, hein. Les sunglasses ne sont pas passés, ce qui fait que ça pourrait geler ces bourgeons-là et du coup ruiner beaucoup de récoltes. Je sais pas si c'est une expression que bretonne les sunglasses ou si c'est national, n'hésitez pas à nous dire par commentaire. Seconde brève, en Gironde, des automobilistes ont eu la désagréable surprise de flinguer leur voiture à cause de l'eau présente dans leur carburant qu'ils avaient acheté. Dites-vous, il y avait 30% de flotte dans le mélange, ce qui a occasionné des pannes moteurs et des frais importants. En cause, des cuves de stockage qui seraient trop vieilles. Troisième et dernière brève, le gouvernement l'a annoncé, l'utilisation de votre compte personnel de formation, le fameux CPF, vous coûtera maintenant 100 €. Comme si pour toucher le chômage, il fallait débourser de la thune. Vous vous rendez compte un peu de la connerie de cette histoire ? Surtout que ça vous fera de l'argent en moins pour financer le Canard réfractaire et une information véritablement indépendante sur internet quoi. D'ailleurs au Canard maintenant on peut vous annoncer, on est 2 nouvelles personnes, donc tu as Betsy qui va s'occuper de la partie communication, donc qui est en CDD le temps de la cagnotte et si la cagnotte marche bien on va la recruter en CDI. Et on a aussi Antoine, un stagiaire, et ces 2 personnes, là, Betsy et Antoine, vont s'occuper de la communication. Donc soyez pas étonnés si tout d'un coup on répond plus souvent à vos commentaires, donc c'est le moment d'y aller. On se retrouve donc demain pour une prochaine actu réfractaire. Sur ce, des bisous et à la prochaine.